Bleu, blanc, noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. Bleu, blanc, noir. Dans Bleu Blanc Noir, ce soir, nous recevons l'entraîneur des avants du CABCL, Didier Casadei, et le troisième ligne, Petrus Oman. Comment ne pas parler avec eux de la performance majuscule des gros samedi contre le Racing, les Corésiens qui prennent un bonus offensif surprise, qui ont désormais 6 longueurs d'avance sur la zone de relégation. Nous en discuterons ensemble de cette fin de saison, plus que 6 matchs, c'est la dernière ligne droite. Alors, les Brivistes vont-ils se maintenir? On en parle dans Bleu Blanc Noir, l'émission 100% CABCL, jusqu'à 20h sur France Bleu Limousin. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Et bien sûr, bonsoir tout le monde. Petrus avec nous de nouveau, 2 fois assez rapprochés. Bonsoir Petrus. Bonsoir. Didier Casadei, là aussi, ça fait pas longtemps qu'on vous a accueilli, mais bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue. Benjamin Pommier, alors là c'est encore plus récent. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Marie, bonsoir à toutes et à tous. Bon, alors aujourd'hui c'était repos, à ce que j'ai cru comprendre, mais alors hier il y a eu une énorme séance de chasse. Petrus, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé hier, la journée, le lendemain de victoire? Vous êtes allé fêter ça, fusil à la main. Oui, c'est ça, il n'y avait pas trop de fusils, mais on a fait une journée de chasse. C'était une belle journée, même une belle soirée, donc c'était très bien pour l'équipe. Oui, j'espère que ça va nous faire un peu de bien pour les signes qui restent cette année. Vous y étiez quasiment tous là de l'équipe, il me semble. Oui, on était tous les groupes qui étaient tous ensemble. Il y avait des Fidjiens et des Géorgiens qui faisaient les repas, il y a d'autres qui boivent quelques bières ensemble, donc c'était très bien. Ouais. Vous êtes parti à quelle heure? Parce que c'était pas à côté, il me semble que vous êtes allé du côté d'Orléans ou pas loin. Oui, c'était quasiment 4 heures de route, donc on est parti dimanche matin à 6 heures. Aïe, lendemain de victoire. Ouais, juste après la victoire, donc oui, on va prendre la route 6 heures du matin et on arrive là-bas. Ouais. On s'étend pas, ok. Vous avez eu le temps de regarder un petit peu le match de l'équipe de France tous ensemble? Oui, on a regardé le match de l'équipe de France, donc il y a certains qui ont regardé tous ensemble et il y a le reste qui préférait ne pas regarder le match, je ne sais pas pourquoi, mais ouais, on a regardé. On va pas s'avancer sur ces raisons-là. Dans la première partie de cette émission, nous allons revenir sur ce succès samedi contre le Racing. Bleu, blanc, noir, c'est jusqu'à 20h. 36-12, c'est le score de cette rencontre samedi soir. Brive qui bat le Racing. Le Racing était juste 4e avant cette journée de top 14. 3 essais à 0, ce qui veut dire bonus. Est-ce que vous vous êtes inquiété au cours de la partie, Didier Casadei? Est-ce que il y a eu un moment où vous étiez un peu tendu, ou finalement c'était tellement construit que ça allait? C'était pas le match le plus tendu? Non, mais on est bien rentré dans le match. On a réussi à se mettre dans l'avancée par nos avants, par du bon jeu au pied, par du bon jeu de récupération aussi au pied. Non, on était bien. Le truc, c'est qu'on a fait quelques fautes en première mi-temps dans la conservation du ballon. On a été aussi indiscipliné 1 ou 2 coups, ce qui nous a pas permis d'avoir un écart conséquent pour se sentir vraiment nickel. Maintenant, on avait l'ascendance sur eux, et puis ça c'est le match s'est construit au fil du match, petit à petit, et puis on a réussi après l'essai de Sissa, ça fait un écart relativement conséquent, ce qui nous a fait donner des ailes pour essayer d'aller chercher ce bonus qu'on a eu dans les derniers instants. Complètement inespéré ce bonus. Non, je dirais pas ça. Je dirais que c'est les performances sur le terrain qui te donnent des victoires et te donnent de bonnes performances. Donc c'est pas inespéré. C'est que quand t'es performant, tu gagnes, et quand t'es mauvais, tu perds. Alors à Toulon, justement, pour parler de défaite, il y avait eu un petit souci sur l'engagement, on va dire ça comme ça, sur la première mi-temps. Des mots sont ressortis. On s'est un peu échappé en première mi-temps. C'était Thomas Sanchou. Ouais, non, mais bon, voilà, c'est des mots. Bon, mais écoutez, voilà, on sait que on est passé au travers à Toulon. Peut-être on avait quelque part un peu en tête ce match du Métro Racing. Bon, que perdre à Toulon, c'était pas une honte. Maintenant, je pense que Toulon a fait un petit match et on était trop distancé par rapport à nos possibilités de faire un match intéressant. On l'a prouvé d'ailleurs ce week-end. Donc bon, on était un peu déçus. Maintenant, on a essayé de mettre le point sur ce qui avait manqué en début de semaine. Et puis voilà, dès le début de la semaine passée, on a senti que les joueurs étaient réceptifs et que on allait faire un match d'un tout autre calibre contre le Métro. Et vous vouliez insister particulièrement sur cette notion d'engagement, d'agressivité positive, bien sûr. Ouais, mais bon, le rugby c'est toujours pareil. Hein. Voilà, le rugby c'est avancer. Hein. Voilà, c'est avancer par la conquête, par la volonté, par l'agressivité. Et c'est clair que bon, les matchs se construisent souvent sur ça quand même. Bon, on a beau établir des plans qu'on veut. Maintenant, si on n'a pas plus envie individuellement que notre adversaire direct, et on accouche souvent de rien. Donc les joueurs le savent très bien d'ailleurs. Hein. Certains parlaient de match référence à la sortie du match samedi soir. C'est quelque chose que vous retenez vous aussi? C'est le match référence à la maison cette saison?
Bon, je crois qu'on a fait des matchs aussi où on a été performants. C'est clair que on a les derniers matchs qu'on avait fait à domicile, on avait gagné quand même contre des équipes qui sont à peu près au niveau du classement comme nous. On n'avait pas gagné de façon très large, donc on sait qu'on n'a pas une marge de manœuvre énorme. Maintenant, je pense que sur ce match-là, on a été performants, mais il y en a d'autres aussi où on l'a été. Pour revenir sur cette rencontre justement et rentrer un petit peu dans le détail, on va parler avec Petrus un petit peu de comment ça s'est passé pour les avants, notamment en touche. Comment vous vous êtes senti sur cette partie? Déjà au début du match, on a senti bien parce qu'on était dans le contact en avance, c'était déjà pas mal, mais les touches et les mêlées, encore de travail à faire. Moi je trouve que les touches, on a raté quelques touches, 2 ou 3, je ne sais pas exactement combien, mais là il reste encore du travail à faire. Mais nous on savait qu'on joue contre une très grosse équipe. Le Racing qui sont très bons en conquête, une touche mêlée, une touche défensive. Donc nous on a fait vraiment le travail pendant la semaine, essayer de leur contrer. Mais comme j'avais dit, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire et il faut être encore mieux dans le match qui arrive. C'est des petits détails à régler ou il y a vraiment un travail de fond à faire? Un peu les deux. Parce que les touches c'est vraiment les petits détails qui sont. Il faut bien marcher pour le touche de marcher bien. Donc oui, comme je dis, il y a des travaux à faire et bien individuellement sur le petit détail et même ensemble, il faut qu'on travaille vraiment sur les touches et essayer d'améliorer chaque match. Alors il y a la touche certes, il y a aussi la mêlée et là on a vu pour sa première titularisation à Brive Giorgi Genti qui a plutôt bien calé sa première ligne. Je vais me tourner vers Didier Casadei. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de votre pilier droit? Moi, je trouve que c'est pas bon de dire le pilier droit était bon, comme la semaine dernière, parce qu'on a été dominé, le pilier droit est mauvais. Donc, je pense que au-delà de la performance de Genti qui a été bonne, en l'occurrence d'ailleurs, mais je pense que c'est l'état d'esprit de l'équipe en général, plus qu'un joueur qui est important. On a vu que quand on a tourné, l'équipe a été bonne aussi en mêlée. Donc, je pense que les joueurs sont capables d'être performants à condition d'être impliqués de façon permanente dans la semaine pour pouvoir faire un bon match. Quoi. Je pense que c'est plus ça qui est important que la performance d'un joueur. Suffisamment dominateur en mêlée pour pouvoir se permettre d'être dans le jeu courant. C'est ce qu'il disait lui-même à la sortie de la rencontre, qu'il avait moins de pression en mêlée, donc ça lui permettait de se libérer. C'est pour ça que je parlais de ce joueur-là. Ouais, non, mais je veux dire, c'est clair que mentalement, au-delà de l'aspect des pénalités ou quoi, mais mentalement, quand t'es bien en mêlée, ça met un coup à la casquette à l'adversaire et toi, ça te met un peu mieux, ça met mieux le public. Au lieu d'avoir des pénalités contre toi, tu les as pour toi, donc au final, ça change le match. Donc pour avoir bien regardé la vidéo ce matin, il y a des petits signes sur des positionnements, sur des petits détails qui montraient qu'on était vraiment prêt dans le match, quoi. Et puis voilà, c'est des détails qui trompent pas. Et voilà, après pareil sur la touche, bon, la semaine dernière, on a essayé de faire quelques mouvements parce que des mouvements un peu inhabituels parce qu'on avait le Racing avait l'avantage de la taille. C'est pour ça que certaines situations avec des mouvements sont plus difficiles à régler que sur des lancements fixes, quoi. Donc non, on est très content de ça. Maintenant, il reste 6 matchs, rien n'est fait. Il faut garder la plus grande humilité. Il faut qu'on se prenne pas pour ce qu'on n'est pas et qu'on reste sérieux et qu'on redouble de travail encore à l'entraînement parce qu'il reste 2 mois à faire. En plus, avec un calendrier qui va être un peu saucissonné. Donc on est content quand tout va bien. Maintenant, des fois, les caresses dans le dos en disant que tu es un champion, ça fait plus des fois mal à la tête. Donc j'espère qu'on va pas trop les écouter quand même. On va en reparler dans la deuxième partie de l'émission. On va juste terminer sur cette rencontre. Une question d'auditeur, Daniel d'Argenta. Arnaud Mella remplaçant pour la première fois, était-ce stratégique? Impact player un peu? Non, bon, disons que j'ai toujours dit que les joueurs étaient sensiblement d'un niveau équivalent. Avec Nico, bon, vous savez qu'Arnaud a joué beaucoup cette saison. Peut-être il était un petit peu moins frais. Donc bon, on avait fait le choix de jouer avec Pité, de commencer le match avec Pité Waka. Donc bon, il y a pas de souci. Voilà, c'était un choix sur ce match-là. Peut-être que ça se refera, peut-être que ça se refera pas. Peu importe. L'important c'est l'équipe plus que les joueurs. Y a-t-il des blessés à la fin de cette rencontre? Est-ce qu'il y a eu des petits pépins? Parce qu'on a vu sortir personne sur blessure, apparemment.
Bah écoute, là t'as bien vu, il rentre de la chasse, donc on n'a pas eu le temps de faire bien le point. Je sais pas s'il y a un punk, j'espère qu'il y en a pas un qui aura pris un coup de fusil dans une jambe. Mais bon. Vous seriez au courant quand même dans ces cas-là. Non, normalement oui. Non, je pense que non. Je pense qu'on n'a pas de blessés. Et il y a 2 semaines pour préparer Oyonnax. On parlait de ce calendrier saucissonné, et on va reparler dans un instant dans la deuxième partie de l'émission, juste après le premier morceau ce soir, M. Pokora et Soprano avec Mieux que nous. Bleu, blanc, noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Dans Bleu Blanc Noir, ce soir, nous recevons Didier Casadei et Petrus Oman, l'entraîneur des avants et le capitaine de la touche corésienne, le 3e ligne. Avant de parler un petit peu de la suite de la saison, je voudrais revenir vraiment quelques secondes encore sur le match du Racing Métro. 2 questions d'auditeurs. Que pensez-vous du public de Brive? Et ce message de Marie Roussy. Je n'ai pas de questions, mais je voulais juste les féliciter encore une fois pour la victoire. On ne s'attendait pas du tout au bonus, c'était juste la cerise sur le gâteau. Voilà, les supporters qui étaient derrière vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce public samedi? Ça s'entendait sur le terrain? Oui, bien sûr. Hein. Et ce week-end-là, c'était comme d'autres, ils sont chaque fois derrière nous. Et il y avait une ambiance énorme ce week-end-là. Donc pour nous, les joueurs, c'est vraiment bien de jouer avec les 16e membres. Donc pour nous, c'est toujours bon. Didier, ça fait plaisir? Je trouve que déjà l'initiative aussi du club de filer des drapeaux à l'entrée, c'est super, hein, parce que mine de rien, quelques drapeaux qui bougent et tout, c'est fabuleux. Je pense aussi que les gens, voilà, ils savent qu'on est un peu dans le money time du championnat, que tous les points vont être très importants. Et je trouve que c'est super de pouvoir s'appuyer sur le public. Et il va avoir encore un rôle prépondérant à jouer pour les matchs à venir, et notamment celui de Lyon qui, sans être décisif, va être quand même très 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 important. Et aussi, je pense que ce sera un match qui sera plus dur que celui du Racing, parce que compte tenu du classement de Lyon, voilà, ils vont jouer un peu le couteau entre les dents ce match-là. Donc j'espère qu'on va avoir un public encore plus nombreux et encore plus bruyant et encore plus chauvin. Voilà. Et de la hola, et de la hola, et de la hola. Voilà. Hein. C'est tout ce que vous demandez. Il y aura aussi Montpellier et Paris dans les matchs à domicile pour la fin de saison. Mais le prochain match, c'est Oyonnax. À Oyonnax. C'est une question justement de Franck Mel. À combien de points vous estimez le maintien, et est-ce que vous allez tenter ces coups à l'extérieur? Je pense pour le dernier match, ou le match qui reste, comme là on va aller chez Oyonnax, il faut qu'on prenne match par match. Pour moi, comme joueur, je rentre jamais sur un train pour perdre le match. Donc, je pense qu'on a vraiment un coup à faire là-bas. Mais on va prendre cette semaine et la semaine prochaine pour faire le travail et prendre ce match à Oyonnax comme un match. Il faut qu'on gagne comme tous les matchs qui restent. Donc, j'espère qu'on peut faire le bon travail et essayer de faire quelque chose là-bas. Donc, ils sont 7e aujourd'hui, 45 points. Le maintien leur semble plus ou moins acquis. Est-ce qu'ils peuvent jouer libérés? Et vous, est-ce que vous pourriez en profiter? Est-ce que ça pourrait être une des données du match, Didier? La première donnée du match, ça va déjà d'être très agressif, parce qu'on connaît le jeu de Oyonnax. Ils sont très puissants devant, ils jouent avec un jeu direct, ils trempent dedans, ils font vraiment un bras de fer. Donc déjà, la première des choses, il va falloir qu'on se prépare à répondre du tac au tac. Après, je pense qu'entre Oyonnax et Brive, il n'y a pas un écart considérable entre les deux équipes. Je pense qu'on est aussi bon qu'eux. Voilà, donc à nous de nous mettre dans les ingrédients qu'il faut pour être dans le coup. Maintenant, il reste 6 matchs qui sont étalés sur 2 semaines et 10 jours environ. Donc ça va laisser le temps de recharger les batteries entre les matchs. Donc on a 15 jours pour préparer. On doit jouer les 6 matchs à fond. Donc c'est hors de question de lâcher quoi que ce soit. Et puis s'ils nous battent, c'est parce qu'ils auront été meilleurs. Maintenant, nous, on y va vraiment pour essayer de faire le meilleur résultat possible. 6 matchs, 3 à la maison, 3 à l'extérieur. Il faut quoi là pour se maintenir? On en est où du tableau de marche? On n'en sait rien, parce que je suis pas Nostradamus, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire les autres équipes. Mais ce qui est sûr, c'est que normalement, en gagnant nos matchs chez nous, on n'a aucune chance de descendre. Donc et c'est clair que en gagnant 3 matchs, notamment celui de Lyon, qui est quand même, comme c'est un adversaire direct, c'est des points qui comptent double. Donc ce match-là, il est vraiment plus important que les autres encore, je pense. Comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant, si on reste invaincu au stadium, on sera en top 14 l'année prochaine. Il y a des calendriers pour avoir sous les yeux, ceux de Bayonne qui est 10e aujourd'hui, 41 points, Brive 11e, 40 points, La Rochelle 12e, 40 points, les 2 relégables Lyon et Castres avec 34 points. Il y a des calendriers plus compliqués que celui du CAB. Petrus, je veux dire, les autres équipes, c'est elles qui ont la pression aujourd'hui. Oui, peut-être, mais il y a des pressions sur toute l'équipe. Mais pour moi, je préfère de concentrer sur ce que nous faut faire. On a notre destin en notre main, donc nous, on va concentrer sur chaque match qu'on va faire. Et j'espère que ça va rester comme ça. On ne besoin pas de regarder l'autre résultat. Donc,
moi, je préfère qu'on reste concentré sur ce qu'on doit faire et gagner le plus de matchs possible. Donc, on commence avec tous les matchs à domicile et après, on verra qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Donc, pour moi, je préfère de concentrer sur ce que nous, on doit faire. L'année dernière, vous avez vécu votre première saison depuis la descente en top 14. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu plus expérimenté, plus mature? La pression, on la gère mieux cette année? Je me sens un peu mieux, mais moi, je trouve que cette année, il y a encore beaucoup de pression et c'est la première année que j'annonce le TUS de Consac, donc il y a un peu plus de pression sur moi-même. Donc, il faut que j'apprenne encore beaucoup de choses sur l'entraîneur actuel. Donc, oui, j'ai encore beaucoup de travail à faire et il y a encore de pression, mais c'est pour ça qu'on joue le rugby. On aime une pression et j'espère que je peux continuer comme ça. Donc, ouais. Didier, vous sentez le groupe plus mature cette année? Peut-être. Bon, c'est sûr que bon, on a des joueurs expérimentés qui ont du métier. Maintenant, bon, c'est le cas à Castres aussi. Castres, ça fait, il était champion il y a 2 ans, finaliste l'année dernière, X fois qualifié pour la Coupe d'Europe. Il joue avec la même équipe. Donc, il faut avoir de la réussite. Et pour avoir de la réussite, il faut aller la chercher. Et puis, quand tu as la possibilité de gagner, il faut gagner. Donc, comme disait Petrus, et il a grandement raison, plutôt que de regarder les matchs des autres, et ben à nous de faire ce qu'on doit faire, essayer de le faire le mieux possible. Et puis comme ça, c'est la seule façon d'avancer. Alors on va passer sur une question un peu technique, une question d'auditeur qui nous a été posée déjà la dernière fois. J'avais pas pu à ce moment-là la sortir. Ça va être pour vous deux parce que c'est sur le travail de la touche. Alors j'avertis, c'est un peu pour les experts. Quel est l'avantage des alignements courts en touche et pourquoi le pratique-t-on souvent dans nos propres 22? Question de Panther Rodpat sur Twitter. Donc, le premier avantage, c'est il y a des avants qui restent avec les 3/4 derrière. Donc, il y a vraiment des options si on gagne les touches pour faire l'attaque derrière avec les 3/4. Et après, il y a certaines équipes qui le font mieux avec s'il y a moins de joueurs en touche ou peut-être s'il y a plus. Donc, ça dépend contre qui on joue. Donc, comme je dis, il y a certaines équipes qui le font plus ou mieux s'ils sont 7 en touche que 5. Donc, ça dépend contre qui on joue et c'est un peu plus difficile de défendre le touche à 5. Moi, je trouve, donc c'est pour ça qu'on fait le touche court. Et alors, pourquoi le faire dans ses propres 22? C'est cette question de défense, en fait? Oui, je pense. Je pense que c'est un peu plus difficile de défendre parce que s'il y a 7 ou 6 joueurs en touche, on peut faire 2 blocs et sautent en l'air. Et s'il y a 5, il faut que tu réfléchisses un peu plus parce que il faut que tu fais le miroir entre les joueurs. Donc, c'est un peu plus difficile de défendre. Ouais. Didier, vous êtes en bord de terrain. Ça vous arrive de passer des consignes sur une touche en particulier lors d'un match? Bah oui, mais bon, après, si tu veux, pour revenir un peu à ta question initiale, disons que si tu veux, personnellement, avec les joueurs, bon, on regarde les 5-6 derniers matchs de l'équipe qu'on va affronter, que ce soit offensivement ou défensivement, ce qui nous permet de déceler leurs points forts et leurs points faibles éventuels. On sait quels sont les joueurs à éviter prioritairement parce qu'on connaît les meilleurs sauteurs de l'équipe adverse. Donc, globalement, on essaie de préparer des mouvements sur lesquels l'adversaire ne s'y attend pas particulièrement. Notamment ce week-end, on a une touche près de la ligne justement à 5 mètres où on l'a fait à 3 qu'on n'avait jamais fait comme ça avec le relayeur qui rentrait pour lifter, donc c'est une touche qui a bien réussi. Après c'est à Petrus à regarder par le positionnement des adversaires quelles sont les cibles qui sont les plus faciles à atteindre. Et puis pour finir sur ta question qui était tout à l'heure, pourquoi des touches à un faible nombre de joueurs près de la ligne? Et bien justement parce que ça permet d'avoir les adversaires à 10 mètres alors que toi tu as tes partenaires sur une touche à 5 qui sont à 5. Donc au cas où il y aurait une petite merde entre guillemets, bon mais ça te permet de pouvoir couvrir un petit peu plus. Deuxième morceau, deuxième break musical dans ce bleu blanc noir ce soir. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler du CAB. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. C'est rugby ce soir sur France Bleu Limousin avec Bleu Blanc Noir. Nous accueillons donc Petrus Oman, le 3e ligne, et Didier Casadei, l'entraîneur des avants. Brive, à qui il reste 6 matchs avant la fin de saison et on en parlait à l'instant, un calendrier un petit peu tronçonné encore. On va pas le début de saison où les matchs étaient toutes les semaines. Là, on repart sur un match, 2 semaines de repos, un match, 2 semaines de repos, un match, 2 semaines de repos, puis les 3 dernières rencontres coup sur coup au mois de mai. Comment on fait pour gérer? C'est mieux de jouer toutes les semaines ou là on a le temps de récupérer un petit peu? Didier. Bah, disons qu'on est un peu plus habitué à ça, quoi. D'habitude, bon, des fois les coupures c'est pendant la Coupe d'Europe, mais pour autant il y a des matchs quand même. C'est vrai que des matchs sans week-end, ça nous arrive pas beaucoup. Bon, ben là, disons que ça nous permet la semaine, disons après le match,
De repartir sur un peu plus de travail physique, et puis la semaine avant le match de championnat, t'es plutôt sur les réglages. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'est pas tellement habitué à faire. Et c'est vrai que c'est un peu particulier maintenant. Le calendrier est le même pour tout le monde et on doit s'adapter. Et puis ça sert à rien d'épiloguer beaucoup là-dessus, parce que finalement ça change rien. Pour vous, en tant que coach, c'est plus confortable d'avoir 2 semaines, une semaine de récup et une semaine de travail. Par exemple, pour les vidéos, on a plus de temps pour analyser le jeu adverse. C'est plus confortable ou vous préférez on a tous les week-ends? l'habitude maintenant. Ouais, voilà. Depuis le temps qu'on commence à le faire, disons que bon, voilà, on gagne. Moi, je vois par exemple par rapport à il y a 5 ans, je gagne plus de temps parce que je vois les choses un peu plus vite qu'avant. Je maîtrise un peu mieux ce que je fais, donc ça me permet de gagner du temps. Et bon, voilà, entre les retours de match et les préparations de match, on arrive à bien passer tout dans la semaine. Alors avec 2, j'espère qu'on va être meilleur encore. Bon, et puis 15 jours comme ça permet de laisser le temps d'aller à la chasse. Ouais. Oui, peut-être, mais moi je préfère que peut-être quelquefois d'enchaîner le match, parce qu'après un match comme on fait ce week-end, on est en confiance, donc ça va être bien d'enchaîner le match juste le week-end après. Donc pour le joueur, on préfère de peut-être rester dedans et enchaîner le match. Quelquefois c'est mieux après 5 ou 6 matchs de faire une petite coupure, mais à ce moment-là, moi je préfère enchaîner le match un après l'autre et rester dans le clou. Non, mais pour nous, c'est comme on fait le métier déjà quelques temps, et nous on sait qu'est-ce qu'on fait pour rentrer dans le match. Donc s'il y a peut-être 2 semaines ou une semaine entre les 2 matchs, il faut que si on arrive le lundi avant le match, commence à travailler, regarder les vidéos comme ça, de rentrer dedans, parce que nous on sait il faut qu'on commence déjà de prendre le match le lundi, c'est pas juste le samedi ou le vendredi avant le match. Il faut qu'on prenne toutes les semaines de concentrer sur ce qu'on doit faire et déjà rentrer dans le match, parce que si on rentre trop tard, c'est trop tard. Il faut qu'on rentre vraiment dans le match le lundi avant. Benjamin, je vais me tourner vers vous. Un calendrier encore décousu. Ça commence à faire beaucoup, parce que c'est depuis le mois de novembre, il me semble qu'on n'a quasiment pas eu de matchs qui se succédaient régulièrement, on va dire. Depuis la victoire à Montpellier, il y avait eu les vacances après, et puis après il y a eu les tests de novembre. Il y a eu un enchaînement aussi en fin d'année civile. Mais voilà, effectivement, Didier en a parlé. C'est pareil pour tout le monde. Ça permet de se faire souffler les anciens entre guillemets. Quand on en parle, Arnaud Mella, lui, est bien content de souffler un petit peu aussi. Donc voilà, ça permet de travailler les réglages, de peaufiner. On le voit à l'entraînement, nous, quand on assiste à l'entraînement, voilà, tout est vraiment les petits détails, tout est très précis, très pointu. C'est ce qui permet de faire la différence contre le Racing. Et la saison prochaine va être aussi, à mon avis, très compliquée en termes de calendrier, parce que c'est pareil, plus la Coupe du Monde. Donc ça va être une équation en plus à gérer pour nos dirigeants de la Ligue. Donc voilà, l'année prochaine, ça sera pas mieux. L'année prochaine, si Brive est en top 14, mais bien sûr, c'est ce qu'on souhaite au CABCL. On va parler un tout petit peu de cette saison prochaine. Alors la dernière fois que vous étiez venu, Didier, on avait essayé de parler un petit peu recrutement. J'aimerais bien qu'on y revienne. Comment on réussit à faire pencher la balance en faveur de Brive? Qu'est-ce qu'on peut rajouter, par exemple, si on est en concurrence avec un autre club? Alors il y a peut-être le salaire, mais Brive a des moyens limités. Donc qu'est-ce qu'on peut avancer pour disons convaincre? que là, depuis quelques années, malgré tout, on voit qu'on arrive à faire jouer la plupart des joueurs qui sont en recherche de temps de jeu chez nous, s'ils le méritent. On peut dire aussi qu'on en a fait progresser quelques-uns aussi, et puis qu'on a un club familial et uni, et puis qu'on est bien en Corrèze. Voilà. Mais après, est-ce qu'il peut y avoir des avantages? Je sais pas, il y a certes le salaire, mais il peut y avoir peut-être la voiture aussi pour certains, un petit peu. Ouais, tout ça rentre. Je pense que c'est un peu pour tous les clubs pareil. Après, je pense que la première des choses, c'est d'essayer de trouver le joueur qui correspond à notre recherche, et puis que le joueur aussi, lui, ait vraiment envie de venir et de s'investir parce qu'il sent que le club est celui qu'il lui faut. Voilà, je pense que c'est une petite addition de choses qui font que c'est bien pour les deux ou moins bien. On fait marcher un petit peu les contacts. Par exemple, un joueur qui a joué anciennement dans une équipe, qui connaît tel ou tel, on lui demande de passer un coup de fil, ou il le fait naturellement peut-être? Non. En général, on passe pas par les joueurs. Non. Moi, éventuellement, ou Nico, par les connaissances qu'on a depuis le temps, on peut éventuellement appeler des entraîneurs ou des gens qui ont été à leur contact, tout ça. Mais bon, les joueurs doivent jouer et les entraîneurs font les choix. Ça reste là en ce moment vraiment la grosse période pour tous ces transferts. Ouais, bon après, voilà, aujourd'hui, on est content des joueurs qu'on a.
On voit qu'on a essayé de garder quasi la majorité des joueurs. Donc il y a juste quelques petites retouches à faire, mais notre effectif il est déjà là à 95%. Rien à nous annoncer pour l'instant ? Non. On a vu les dernières prolongations. Benjamin, on fait le point avec vous peut-être. Les toutes dernières prolongations, la dernière en date, c'était celle de Kevin Buys. C'était celle de Kevin Buys qui a signé pour 2 ans. La semaine auparavant, il y avait eu la prolongation de contrat de Nico Bézi qui est lié, comme François Darros, qui avait prolongé aussi en même temps, à un jour d'intervalle. Voilà, donc les deux sont liés au CAB jusqu'en 2017, plus une année en option. On en parle dès qu'il y a une prolongation. Il y a un mot qui revient, c'est de la continuité. Effectivement, pourquoi changer une équipe qui, avec ses moyens, fait plus que bien. Donc voilà, c'est des prolongations somme toute logiques. On prend pas un risque à... J'ai posé la question aussi à Arnaud Mella quand il était venu, mais on prend pas un risque à prolonger un Goderzi Velidze qui a aujourd'hui, voilà, ou les plus anciens, quoi. Goderzi, non, pas du tout, parce que en fait, il est performant tout le temps. Il a 37 ans, mais il a le moteur et la carrosserie de mec de 25. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit aussi que des joueurs qui ont eu une hygiène de vie, qui ont été sérieux, qui font gaffe à ce qu'ils font, et ben ils durent plus longtemps que les autres. Hein. Donc lui, je pense que c'est vraiment un exemple. Déjà, c'est un exemple pour les autres joueurs de l'équipe. C'est un exemple pour les jeunes. Donc c'est quelqu'un de très important pour nous. Voilà, bon, il a 37 ans. D'ailleurs, il a signé, il a marqué 2, mais c'est pas 2, c'est 1 plus 1. Donc voilà, on est avec lui. Moi, sincèrement, là, c'est pas du tout quelque chose qui me fait peur. Je pense que lui, il était déjà arrivé il y a 3 ans. Il avait déjà 34 balais où il avait fait 4 matchs en 3 ans à Montpellier. Donc, il est pas usé par rapport à ça. Puis voilà, on joue franc jeu, on se dit les choses, et puis si on sent que son corps est un peu usé, voilà, il faudra qu'il pense à sa reconversion, et on espère que le club fera quelque chose de bien pour lui, parce que c'est quelqu'un qui le mérite. C'est ça la force du recrutement briviste. Tu parlais de Goderzi, de faire des paris, Nico Bézi aussi était blessé, de remettre le pied à l'étrier, c'est aussi ça ce qu'il faut. Disons que voilà, quand t'as au niveau du budget une certaine somme à pas dépasser, déjà ça réduit l'éventail des possibilités. On sait que les internationaux, tout ça, voilà. Donc après, on essaie justement de faire le choix judicieux, le plus judicieux possible, en essayant d'avoir du nez. Et puis on sait que nous, à notre niveau, on peut pas trop se tromper, parce que si on se trompe, on va le prendre dans la gueule sous peu. Donc on voit qu'aujourd'hui des équipes comme Lyon ou Castres qui ont pour Lyon 21 millions d'euros de budget, ils ont du mal. Donc voilà, nous on sait qu'il faut qu'on soit performant. Et puis voilà, on est sincèrement très très content de l'état d'esprit et des joueurs. Voilà, on est content, on aime nos mecs. Sincèrement, moi voilà aussi, j'aime les mecs que j'entraîne. Je pense que je ne saurais pas le faire autrement d'ailleurs. Donc voilà, on se dit des choses aussi, parce qu'on est mauvais, on sait se remettre en question, que ce soit les entraîneurs ou engueuler les joueurs quand ils n'ont pas été bons. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de fort et d'uni entre nous, et voilà, il faut qu'on arrive à développer ça et le renforcer, et il faut aussi que notre centre de formation soit capable de pouvoir nous fournir quelques jeunes de façon à étouffer notre effectif sur le terrain. Et pour l'instant, ces jeunes, en dehors du challenge, en dehors des matchs, entre guillemets, impasse, c'était le cas l'année dernière à Toulon, il n'y en a pas eu beaucoup cette année en top 14, je dirais même qu'il n'y en a eu aucun. On les a peu vus, ces jeunes joueurs du centre de formation, ces joueurs des espoirs. Est-ce qu'il y a un espoir de les voir avant la fin de saison? Est-ce qu'on peut les intégrer? Est-ce qu'il y a des vrais potentiels pour l'avenir? On pense peut-être à Fabien Sanconi. Oui, Fabien, je pense que c'est un joueur qui a de l'avenir, sincèrement. Je pense que c'est un joueur qui a de l'avenir. Il a prouvé aux entraînements qu'il était un joueur en devenir. Je pense que à l'avenir, on le verra peut-être de plus en plus. Donc voilà, à lui d'être bon sur le terrain, il rejouera. La marche est vraiment importante entre les espoirs et l'équipe première? Oui. Oui, parce que je pense que le championnat espoir est d'un niveau fédéral 2, fédéral 1 maximum. Parce que maintenant c'est des jeunes qui jouent à partir de 18 ans en espoir. Donc 18 ans, ça fait un fossé quand tu joues des gamins de 18 ans et que le week-end d'après ils doivent jouer mettons contre Wakani Borutou, Koyame Bourlé ou Oman. C'est vrai que ça doit les changer quand ils jouent contre Aurillac en espoir. Donc voilà.
Ils ont beaucoup de travail et il faut qu'on voit que maintenant il y a quand même les performances, elles sont liées quand même vraiment aussi au physique, hein, donc à eux de s'endurcir, de travailler d'arrache-pied, parce que bon, moi de ma petite expérience, disons, de joueur puis celle d'entraîneur, me permet de dire maintenant que ceux qui ont la chance de jouer et ceux qui le méritent, eh ben c'est ceux qui sont le plus en forme et le plus près physiquement, et souvent eh ben, c'est lié au temps passé au stade. Le bon conseil, c'est quoi quand on est espoir? C'est de partir jouer peut-être en fédéral, en Pro D2, avant d'aller en Top 14 aujourd'hui, parce que la marche est peut-être trop importante. Le conseil du coach, ce serait quoi? Le conseil, c'est déjà d'arrêter d'écouter tous les gens qui parlent, et puis travailler, aller se foutre au stade, et puis se préparer comme un âne. Voilà. On est quasiment arrivé à la fin de l'émission tout de suite, enfin plutôt dans un instant, les cartons sur France Bleu Limousin. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Le ballon de l'émission, il y a 2 semaines, a été remporté par Marie-Claude Derazé. Maintenant, tout de suite, les cartons blancs, cartons noirs sur France Bleu Limousin. On va commencer par l'habitué. Est-ce que tout est prêt, monsieur Benjamin Pommier? J'ai potassé avant de venir, évidemment. Waouh. Le carton blanc voisin de Malmort, qui s'est imposé dans son match en retard de Fédéral 2, qui s'est imposé à Figeac, et qui, à 2 journées de la fin, contre 6 points d'avance au classement, voilà, l'objectif maintien avait été clairement annoncé. Ils sont en passe de le réaliser. Donc voilà, carton blanc à Malmort. Et carton noir, on va pas faire très original, mais la prestation d'équipe de France qui, voilà, alors effectivement, on pourra toujours dire qu'on fait la fine bouche avec cette victoire 29-0 en Italie, mais le contenu était pas loin d'être affligeant en première mi-temps, donc voilà, ça va être très compliqué en Angleterre. S'ils font la même prestation, ils risquent de charger un petit peu. Donc voilà, carton noir encore et toujours à cette équipe de France. Didier Casadei, carton blanc à l'équipe, hein, voilà. Donc on est très fiers du match réalisé. Et le carton noir, aux gens décédés dans l'hélicoptère, voilà, ça fait mal au cœur de perdre des gens jeunes comme ça et qui nous ont fait vibrer. Petrus? Oui, même pour moi, le carton blanc, c'est le match qu'on avait fait ce week-end. C'était un très beau match et une belle victoire. Et après, le carton noir, c'est l'accident en Argentine qui était pour moi vraiment très triste. Et donc, c'est mon carton noir. Je vais commencer par le carton blanc aussi. Je vais revenir sur une toute petite action du match, le crochet de Romain Sola, qui, je pense, a assis tout le stade et pas que les défenseurs en face. On a tous cru qu'il allait faire la passe, et puis en fait non. Bon, même s'il a fallu attendre un petit peu l'arbitrage vidéo. Et le carton noir, bien sûr, je vous rejoins sur cet accident d'hélicoptère. Merci à messieurs d'être venus ce soir sur France Bleu Limousin. Petrus Oman était avec nous, Didier Casadei et Benjamin Pommier de la Montagne. Merci Pierre Rousseau à la technique ici, Jean-Pierre Janvier en technique à Limoges. Merci à vous de nous avoir suivis, à suivre sur France Bleu Limousin le match de basket entre Dijon et le CSP, une rencontre entre 2 équipes plutôt en eau trouble à l'heure actuelle. Si les Limougeaux se sont relancés face à Chalon-Reims, ils devront confirmer ce soir en Bourgogne. Et c'est Jérôme Osterman qui va vous expliquer tout cela juste après les infos pour cet avant-match. Coup d'envoi de cette rencontre à 20h30. Bonne soirée à tous et à toutes. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB.